Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous avons une séance, même plutôt une série de séances que nous introduisons aujourd'hui, communes au cercle du renouvellement constitutionnel et au cercle du renouvellement spirituel, puisque nous allons aborder les thèmes d'entropie et de négantropie, qui sont des notions scientifiques, mais qui ont des impacts sur la politique, sur les rédactions des constitutions, et nous allons voir en quoi, Christian notamment nous présenter ça sur l'aspect entropie, mais également des impacts sur les aspects cosmogoniques, c'est-à-dire sur l'origine du monde et sur les moteurs qui sont à l'œuvre dans le monde, dans l'univers, et donc, ça a aussi un aspect sur, évidemment, la spiritualité. Donc, c'est pour ça que ces présentations seront multiples, puisque chacun d'entre nous va présenter une partie, tant l'entreprise, la négantropie et sa vision. Donc, ça sera au moins en 3 parties. Nous commençons aujourd'hui par Christian qui va nous présenter la notion d'entropie et va nous introduire justement ces réflexions et ces questions que cela pose. Vas-y Christian. Alors, la loi de l'entropie, bonjour à tous, la loi de l'entropie est énoncée dans le deuxième principe de la thermodynamique. Qu'est-ce que c'est que la thermodynamique? La thermodynamique, c'est une branche de la physique qui traite de la dépendance des propriétés physiques des corps à la température. Excuse-moi, Christian, je suis désolé, mais qu'est-ce qu'il y a à l'écran là actuellement? C'est pour pas avoir à tâtonner et vous le mettre. Ah, c'est ta présentation. Ouais, Ah, ça vient de toi. Excusez-moi, voilà, je n'avais pas compris. Ouais, d'accord, ouais. je croyais que c'était une mauvaise manip de Luc. Voilà. Non, parce que je vais envoyer quelques schémas. Parfait. Et bon, je maîtrise encore pas complètement comme ça l'affichage des fichiers images. Donc j'ai mis celui-là en premier. Moi, je suis sûr de pas avoir à chercher. Pardon. Donc voilà, la thermodynamique, c'est une branche de la physique qui traite de la dépendance des propriétés physiques des corps, de leur dépendance à la température. C'est-à-dire en fait des phénomènes où interviennent des échanges thermiques et plus concrètement, et là pour répondre directement à Eberhardt, il traite des transformations de l'énergie sous toutes ses formes. Donc, quoi de plus concret pour l'individu d'aujourd'hui que les problèmes d'énergie, puisque notre civilisation n'existe que par l'énergie. L'énergie artificielle, bien entendu. En plus de l'énergie naturelle qui nous permet de vivre, d'exister, de mourir, etc. Alors, quel rapport, me direz-vous, entre l'étude du deuxième principe de la thermodynamique, qui énonce la loi de l'entropie, et l'objet social du cercle du renouvellement constitutionnel, c'est-à-dire donner de la substance à un renouvellement constitutionnel, et l'objet social du cercle du renouvellement spirituel, c'est-à-dire donner de la substance à un renouvellement spirituel. Eh bien, je souhaite que ce soit là-dessus que s'articulent les débats, l'échange qui suivra la présentation de cette notion d'entropie. Il y aura aussi, à la suite de cette présentation, peut-être dans une deuxième séance, une présentation de l'antonyme de l'entropie, c'est-à-dire de la négantropie, que j'introduirai de mon point de vue, parce que j'ai appelé une introduction à la critique de la négantropie, que je considère comme étant un sophisme scientifique, voire en fait un sophisme religieux. Voilà. Alors, le petit schéma que je vous ai mis en partage, c'est simplement pour situer les choses, c'est, on va dire, la cosmologie de la thermodynamique. Hein, c'est-à-dire que nous avons donc voilà le soleil. Alors, je vais essayer d'agrandir ça. Voilà.
Le Soleil qui constitue notre source principale, disons, on va dire pour faire simple, parce qu'il va falloir qu'on simplifie quand même les notions, notre source unique d'énergie, la Terre échange de l'énergie avec le Soleil, et le Soleil est pratiquement la seule source d'énergie qui soit livrée à la Terre et qui permet à toute la matière vivante de la Terre, de la planète Terre, d'exister. Donc, l'énergie solaire, c'est un gain net pour la Terre, c'est-à-dire qu'on ne paye pas pour l'avoir. Alors, on va déjà introduire une notion d'entropie, puisqu'on voit sur cette petite figure que le Soleil, donc, le Soleil, c'est marqué fusion, le Soleil, entre parenthèses, c'est une réaction chimique à l'intérieur du Soleil, c'est la fusion nucléaire. C'est justement ce que recherchent les scientifiques de Cadarache avec donc le projet ITER. Il s'agit de reproduire tout simplement entre d'énormes champs magnétiques ce qui se passe dans le Soleil, c'est la fusion nucléaire. Voilà. Donc il y a une perte de masse chaque fois chaque jour, le Soleil, chaque minute, le Soleil perd de la masse qui est proportionnelle à l'énergie qui est rayonnée vers le cosmos, et c'est la raison pour laquelle le Soleil va mourir dans environ 5 milliards d'années, puisqu'il est né il y a 5 milliards d'années. Dans 5 milliards d'années, il deviendra une boule noire. Voilà. Alors, donc la Terre, elle stocke d'énergie, et toute la matière fossile, les hydrocarbures, voilà, c'est en fait de l'énergie solaire qui a été stockée. On ne va pas revenir, bien entendu, on ne va pas parler du phénomène qui a présidé à la fabrication des hydrocarbures. Et puis, il y a l'effet de serre, c'est-à-dire que l'énergie qui arrive sur la Terre, eh bien, s'il n'y avait pas cet effet de serre, elle repartirait aussitôt, ce qui fait que la Terre serait à moins des dizaines de degrés. Et grâce à cet effet de serre, eh bien, la Terre bénéficie d'une température tempérée, ce qui permet à la vie de se développer. Donc, voilà pour poser en fait le schéma dans lequel se déroulent toutes les opérations physiques entre l'homme et la nature. Alors, le deuxième principe de la thermodynamique, ça veut dire qu'il y en a un premier, il y en aura un troisième, il y en aura un quatrième, il y a même un principe zéro. Mais celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le principe numéro 2. Je vais quand même donner très rapidement une indication sur le premier principe. Le premier principe de la thermodynamique, il établit que lors de toute transformation, voilà, on met de l'oxyde de fer et du coke dans un haut fourneau, on chauffe et ça fait de l'acier. Voilà. Et nous sommes là au cœur des problèmes, c'est extrêmement trivial, extrêmement concret, tout le monde comprend. Eh bien, il y a donc c'est une transformation thermodynamique dans laquelle il y a conservation d'énergie. Ça rappelle le principe de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée. Donc en ce monde, tout se conserve, et notamment l'énergie. Mais le problème, c'est de savoir sous quelle forme il se conserve. Et c'est là qu'intervient le deuxième principe de la thermodynamique, qui est également connu sous le nom de principe de Carnot. Ce principe, il établit l'irréversibilité des phénomènes physiques, en particulier lors des échanges thermiques. N'oublions pas que la civilisation industrielle, elle est appelée très souvent, et à juste raison, la civilisation thermo-industrielle. C'est que tout ce qui est fabriqué, tout ce qui constitue notre mode de vie et nos objets quotidiens, c'est grâce à la chaleur. Donc, c'est un principe, le deuxième principe de la thermodynamique, c'est un principe d'évolution qui fut effectivement énoncé la première fois par Sadi Carnot en 1824, mais qui a fait l'objet de plusieurs généralisations et formulations successives, sans que le fond de l'affaire soit modifié, notamment par Clapeyron en 1834 et surtout Clausius en 1850, qui fait qu'on appelle très souvent le deuxième principe de la thermodynamique le principe de Clausius-Carnot. Il y a eu également Kelvin
qui est intervenu là-dessus, Boltzmann en 1873 et plus près de nous, Max Planck en 1912. Alors, ce deuxième principe, comme je dis, il introduit cette fameuse notion de fonction d'état d'entropie. L'état d'entropie qui est habituellement assimilé à la notion de désordre, à la notion d'un désordre qui ne peut que croître lors d'une transformation industrielle. Et donc, une transformation, une opération industrielle, ça fait augmenter le désordre de l'univers. Alors, d'une façon technique, scientifique, le deuxième principe énonce que toute transformation d'un système thermodynamique s'effectue avec augmentation de l'entropie globale, incluant l'entropie du système et du milieu extérieur. Alors ça, c'est très important. C'est-à-dire que l'entropie du système, c'est par exemple de la machine dans laquelle on va introduire des inputs et de laquelle il va sortir des outputs, de par le deuxième principe de la thermodynamique, cette entropie va augmenter, mais, et là, je vais commencer à parler de nos amis de la négantropie, qui vont dire oui, mais des fois, c'est égal à zéro ou ça diminue. Non, n'oublions pas que le deuxième principe de la thermodynamique parle du système et de son milieu extérieur. C'est-à-dire que même si dans des cas très rares, à partir desquels, évidemment, on s'est développé le contexte de négantropie, même si à partir de cas très rares, on parlera d'ailleurs de la feuille de cuivre tout à l'heure, on a une diminution de l'entropie dans le système qui fabrique. On a par contre une augmentation de l'entropie, tout corps intervenant pris en compte. C'est-à-dire milieu extérieur, tous les dispositifs des machines qui permettent de faire ça. Donc, on dit qu'il y a création d'entropie. Et alors, pour vous résumer et pour raccrocher toujours à la vie quotidienne, la civilisation industrielle, aussi bien petit artisanat que grosse industrie, ça crée en permanence de l'entropie et ça crée du désordre. On va voir ce que ça veut dire cette notion de désordre. Alors, le schéma numéro 5, alors là, je vais essayer d'être... Voilà. Je crois que tu peux les faire défiler. Je crois que tu peux les faire défiler, les schémas. Ouais, non, mais bon... alors, attends. Bon, je vais en mettre qu'un parce que je sens que je vais mettre le plus important. Parce que je ne maîtrise pas, donc je ne vais pas pinailler. Voilà, c'est celui-là. Voilà, vous voyez, voilà donc un processus classique de la civilisation industrielle. En input, on a de l'énergie, alors qu'on appelle ici libre et accessible. On va voir ce que c'est que l'énergie libre. Et puis une matière organisée et accessible. Et ça, c'est de la basse entropie. C'est-à-dire que c'est une... voilà, l'énergie, elle est initiale, elle n'a pas été modifiée. La matière, elle est initiale, elle n'a pas été modifiée. C'est de la basse entropie. On introduit ça dans la machine, il y a la transformation, et cette machine va sortir de l'énergie dissipée et de la matière dissipée. Cette énergie ne pourra plus être récupérée et la matière ne pourra plus être récupérée. Donc, le dispositif industriel utilise de la basse entropie qu'il transforme en haute entropie et il transforme en fait des ressources en déchets en produisant effectivement des biens, mais ces biens sont générateurs de dégradation, plutôt de dissipation irrémédiable de la matière utilisée. Voilà. Alors, 3 remarques. L'entropie d'un système isolé, alors, on va passer très rapidement là-dessus, parce qu'il y a les systèmes fermés, systèmes semi-fermés, au système fermé. Bon. L'entropie d'un système isolé ne peut qu'augmenter ou rester constante, puisqu'il n'y a pas d'échange de chaleur avec le milieu extérieur. Le deuxième principe, donc, de la thermodynamique, est un principe d'évolution qui stipule que toute transformation s'effectue avec création d'entropie. Donc, je me répète. Alors, l'entropie d'un système peut diminuer, mais
ça signifie, là aussi je me répète, que l'entropie du milieu extérieur augmente de façon plus importante, mais ce qu'il faut voir, c'est que le bilan anthropique demeure toujours positif. Et donc, c'est une réfutation par avance de toutes les idées de négantropie. La civilisation industrielle, alors on va dire, et là j'anticipe sur la conclusion, à partir de la révolution néolithique, c'est qu'à partir du moment où l'homme a cessé de n'utiliser que ce que la nature lui donnait sans la transformer, eh bien, on est entré dans un processus de création d'entropie avec un bilan anthropique toujours négatif, enfin toujours positif plutôt, c'est-à-dire qu'on fabrique de l'entropie chaque fois que l'on transforme. Alors transformer, ça commence par la charrue, par l'arère en bois qui creuse un sillon dans la terre et qui y sème des graines. Hein. Voilà. Alors, l'exemple de la feuille de cuivre est très intéressant parce qu'effectivement, quand on fabrique en industrie une feuille de cuivre, à partir d'un minerai de cuivre, on a donc du minerai de cuivre et puis une feuille de cuivre à la sortie, on diminue l'entropie parce qu'il trouve que la feuille de cuivre a une entropie plus basse que son minerai. Mais ça a été obtenu grâce à un plus grand accroissement de l'entropie dans le reste de l'univers, dans le reste du milieu ambiant, par la mise en œuvre de tout le processus industriel qui a permis la création, la transformation de ce minerai de cuivre en feuille de cuivre. En fait, s'il n'y avait pas ce déficit anthropique, on serait capable de convertir le travail en chaleur et en inversant le processus, de récupérer la totalité de la quantité initiale de travail, comme dans un monde imaginaire, dont beaucoup d'ailleurs rêvent, notamment les croissancistes. Et pas que. Et dans un tel monde, la science économique orthodoxe, c'est ce qu'on constate aujourd'hui, atteint le sommet de son règne, précisément parce que la loi de temps, la loi de l'entropie, est ignorée depuis le début de la civilisation industrielle, mais je le répète, en fait, elle est ignorée depuis le début de la révolution néolithique, mais sous une forme extrêmement minime, hein, pendant une dizaine de siècles, et elle s'est développée, elle s'est accélérée de façon exponentielle, de façon diaboliquement exponentielle, à partir, on va dire, du milieu du 19e siècle, date conventionnelle du début de la révolution industrielle. En fait, en économie réelle, hein, si on veut faire de l'économie réelle et pas de l'économie fiction, il n'y a pas de repas gratuit. C'est-à-dire que le prix de chaque chose est égal à son coût. Sinon, ça voudrait dire qu'on peut obtenir quelque chose pour rien. Et c'est un mythe, hein, qui habite justement les gens qui pensent que cette civilisation va pouvoir continuer. Croire que ça peut continuer, c'est, je pense que on a déjà parlé de ça dans un entretien précédent, ça constitue l'un des mythes les plus dangereux, les mythes économiques actuels. On a vu que l'homo industrialis, était agi par des mythes de façon au moins aussi importante que les populations primitives, hein, par exemple les Indiens Bororo de l'Amazonie qu'a étudié Claude Lévi-Strauss. Eh bien, nos habitants aujourd'hui des pays développés sont agis par des mythes tout aussi importants et sans doute plus dangereux pour la survie de la collectivité qu'il n'était dangereux à l'époque des tribus primitives. Alors, dans le contexte de l'entropie, ce qu'il faut bien voir, c'est que chaque action de l'homme ou d'un organisme, voire tout processus, ne peut aboutir qu'à un déficit pour le système total. Alors ça vaut aussi d'ailleurs pour les processus naturels. Bon, je vais simplement le dire, mais on ne va pas le développer. Donc on a dit que non seulement l'entropie de l'environnement augmente, hein, mais pour illustrer, on va dire que l'entropie de l'environnement augmente avec, par exemple, chaque litre d'essence qu'on met dans le réservoir de la voiture. Mais il y a plus,
c'est qu'une part substantielle de l'énergie libre qui est contenue dans cette essence, au lieu d'actionner la voiture, se traduira directement par un accroissement supplémentaire d'entropie. Alors, il faut voir un petit peu cette notion d'énergie libre et d'énergie liée. Alors, bon, tout ce que je viens de dire, effectivement, ça n'apparaît pas parce qu'aujourd'hui, les ressources sont abondantes et sont d'un accès facile. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a pu, jusqu'à présent, ignorer la dure loi implacable de l'entropie. Alors, l'énergie liée. Par exemple, on va prendre une illustration. Lorsqu'on brûle un morceau de charbon, son énergie chimique, on va dire son énergie globale, elle reste identique. Elle subit ni diminution ni augmentation. Mais son énergie libre initiale s'est tellement dissipée sous forme de chaleur, de fumée et de cendre que l'homme ne peut plus l'utiliser. Elle s'est dégradée en énergie liée. Alors, je vais essayer d'afficher le schéma numéro 3, qui est le schéma juste ce sera le dernier affichage. Voilà, c'est celui-là. Voilà. Il faut peut-être que je l'augmente. Voilà, donc c'est une petite équation, ce sera la seule équation. L'énergie totale, c'est l'énergie libre, hein, plus l'énergie inutile ou énergie liée qui est générée par l'entropie. Entropie, température, voilà. Donc l'énergie, elle est dissociée en deux, une qui est libre et l'autre qui est inutile, qu'on ne pourra plus récupérer, qu'on appelle énergie liée. Cette énergie libre, qui est de l'énergie initiale, elle est stable. L'énergie liée, au contraire de l'énergie libre, elle est chaotiquement dissipée. Alors, on peut exprimer cette différence d'une autre façon encore. On va dire que l'énergie libre implique une certaine structure ordonnée, comparable à celle d'un magasin. Par exemple, toutes les viandes se trouveraient sur un comptoir, les légumes sur un autre, les fruits sur un autre. L'énergie liée, c'est de l'énergie qui est dispersée en désordre, comme si dans ce même magasin, on avait fait passer une tornade. C'est la raison pour laquelle cette entropie se définit aussi souvent comme une mesure du désordre. C'est Boltzmann qui a introduit cette idée. Alors, quelque chose de très important aussi, c'est de voir que cette énergie, cette notion cette distinction entre énergie libre et énergie liée, c'est une notion physique, mais c'est une physique anthropomorphique. À la différence de la physique de Newton, qui constate quelque chose qui est indépendant de la volonté de l'homme, hein, une pomme qui tombe de l'arbre, c'est la gravitation. La distinction entre énergie libre et énergie liée, la création d'entropie, ça n'intervient que lorsque l'homme met en œuvre un processus de transformation de la nature. D'où ce qualificatif d'anthropomorphique qui a été donné à la loi de l'entropie, que nous simplifions énormément parce qu'elle est très très complexe et d'ailleurs les scientifiques qui s'occupent de l'entropie, certains disent que même eux n'arrivent pas à la comprendre réellement. Alors, pour mémoire et pour que la présentation soit assez complète, on a parlé du premier principe, on a parlé du deuxième principe, qui nous intéresse essentiellement dans cette communication. Il y a trois autres principes, c'est le troisième et le quatrième. Excuse-moi Christian de t'interrompre, est-ce que tu peux juste répéter ce que tu viens de dire par rapport à ce qu'on ne peut pas comprendre? C'est bien la notion d'énergie libre, c'est ça que tu as dit? C'est la notion d'entropie. Ce concept d'entropie,
qui est un concept anthropomorphique, peut-être seul exemple dans la science, dont la notion même est difficile à comprendre par ceux-là même qui l'étudient et qui l'ont mise en évidence. Voilà. D'accord. Alors, les trois autres principes, c'est le principe 3, hein, sur lequel on va passer très rapidement. C'est le principe dit de Nernst. Bon, c'est un essai de mesure de l'entropie, parce qu'on parle de cette entropie, on la définit, on fait une équation, mais est-ce que ça se mesure en kilowattheure? Est-ce que ça se mesure en joules, en mètres? Eh bien, bon, le principe de Nernst, c'est le principe numéro 3, dit que la valeur... Alors, bon, je vous lis ça, mais pour moi, c'est absolument incompréhensible. La valeur de l'entropie de tout corps pur dans l'état de cristal parfait est nulle à la température de 0 Kelvin. Kelvin, c'est l'unité de base de la température thermodynamique. Voilà, c'est cité pour mémoire. Évidemment, on n'en dira pas plus. Alors, le principe numéro 4, il n'existe pas dans la chronologie des principes de la thermodynamique, mais il a été suggéré par Nicolas Georgescu-Roegen, qui est ce mathématicien économiste qui a fondé toute sa théorie de la décroissance sur les lois de la thermodynamique, et qui propose d'étendre le principe de l'entropie, qui est le principe de la dissipation de l'énergie lors d'une transformation industrielle, de l'étendre dans la matière. Parce qu'effectivement, on a dissipation lorsqu'on a une transformation. Vous avez vu le petit schéma tout à l'heure avec la machine qui avale des inputs et qui sort des outputs, qui avale de la basse entropie et qui sort de la haute entropie. Eh bien, on a parlé d'énergie qui était utilisée et qui ensuite était dissipée. Alors, on va prendre l'exemple que j'ai déjà cité tout à l'heure, qui est l'exemple de base de la civilisation industrielle, c'est la fabrication de l'acier. La fabrication de l'acier, c'est la mise en contact d'un oxyde de fer avec une source de chaleur, c'est-à-dire de la houille, transformée sous forme de coke. Bon. Et on a bien de l'énergie et de la matière. Hein, on ne peut pas fabriquer d'acier si on n'a pas d'oxyde de fer. On ne peut pas fabriquer d'acier si on n'a pas de houille, si on n'a pas d'énergie. Alors aujourd'hui, on fabrique de l'acier avec de l'électricité. On le fabrique avec de l'énergie. Et donc, Roegen a fait tout simplement remarquer l'évidence même, c'est que dans cette transformation, il y a aussi de la matière qui se dissipe aussi. C'est-à-dire qu'on récupère, on fabrique une bêche, on fabrique une plaque d'acier, eh bien, on va avoir de l'acier, mais il y a de la matière aussi qui s'est dissipée. Voilà, et qu'on ne pourra plus récupérer. La dissipation, d'ailleurs, continue après pendant la vie, toute la vie du socle de bêche ou la vie de la tôle d'acier, parce que cette tôle d'acier, elle va petit à petit se dissiper également. Voilà, on anticipe. Et puis, pour terminer, il y a le principe zéro de la thermodynamique qui institue la température comme grandeur caractérisant l'équilibre thermique et plus généralement qui institue la température comme base de la thermodynamique. Et il faut remarquer il faut noter, c'est très important, que cette température, elle est inconnue en mécanique, notamment, hein, puisque, en fait, la thermodynamique, c'est l'adversaire, la thermodynamique appliquée à l'économie, hein, c'est l'adversaire de la mécanique appliquée à l'économie. Voilà. Bon. Alors, le principe zéro, il a été énoncé après, en fait, le premier et le deuxième principe, mais on l'a appelé principe zéro parce qu'il fonde cette notion de température. Voilà, donc la présentation très rapide de l'entropie. Et alors, en quoi est-ce que l'entropie telle que je vous l'ai présentée, enfin telle qu'elle existe, telle qu'elle intervient dans le cadre de notre vie de tous les jours, puisque c'est elle qui intervient chaque fois qu'il y a fabrication d'objets de la vie quotidienne, eh bien tout simplement parce que la civilisation industrielle est, je dirais même sous une forme
sous une forme minimisée, la révolution néolithique a ignoré le principe de l'entropie. C'est-à-dire qu'elle a dit, nous allons fabriquer, nous allons transformer la nature, nous allons transformer les ressources naturelles, hein, et cette transformation n'a pas de limite. Voilà. Et nous aurons toujours de la matière et de l'énergie pour pouvoir continuer cette transformation et pour pouvoir apporter des objets à la vie de l'homme, de l'Homo sapiens. Donc, ça n'est pas non plus une coïncidence que les organisations sociétales, c'est-à-dire les premières rédactions de constitution, les premières édictions de règles coercitives, ont commencé avec la révolution néolithique et se sont accélérées, ont pris des dimensions plus importantes, se sont institutionnalisées de façon très très large et sur l'ensemble de la planète après la révolution industrielle. Et parallèlement, eh bien, les courants spirituels qui ont été, qui se sont nourris forcément, qui se sont nourris du développement industriel, du développement économique. Y a-t-il une relation entre le développement économique et l'évolution de la spiritualité? Je pense que oui, je dis que oui, et sans doute que la discussion ensuite montrera si d'autres intervenants ici ont une idée différente. Quelle était, il faudrait dire à ce moment-là, quelle était la spiritualité avant la révolution néolithique? Qu'est-ce qui a changé avec l'introduction de la thermodynamique dans la vie de l'homme? Voilà les questions qui sont posées. Alors, bon, je terminerai avec une petite introduction à la critique de la négantropie, qui donc est je considère est un avatar de l'idéologie de l'industrialisation, qui repose sur cette vision mécaniste. La vision mécaniste, c'est la vision qui s'oppose à la vision thermodynamique du monde. Alors, c'est le paradigme de la science newtonienne, la vision mécaniste. Et cette idéologie de l'industrialisation provient essentiellement de l'ignorance ou du refoulement. Alors, est-ce que c'est de l'ignorance? Est-ce que c'est du refoulement? En tout cas, c'est sans doute de l'ignorance avant Carnot, avant 1800, 1850, début de la révolution industrielle. Mais ensuite, ça ne peut plus être de l'ignorance de façon, disons, factuelle. Ça peut être de l'ignorance au niveau, disons, de l'homme ordinaire, mais au niveau de la société tout entière, je pense qu'il faut plutôt parler de refoulement que d'ignorance. Alors, à la fin du 19e siècle, on a assisté au triomphe de la mécanique statistique dans le démarrage de la civilisation industrielle, avec cette interprétation, alors qu'on a appelée interprétation probabiliste de l'entropie, par Maxwell, les fameux démons de Maxwell, que Nicolas Stokroegen a qualifié de contrebande d'entropie. Avec cette idée, alors Maxwell, c'était l'information. L'information va créer de l'entropie négative, va créer de la négantropie. Et moi, je considère que ça porte une lourde responsabilité intellectuelle dans nos mythes économiques actuels, modernes, à propos de l'énergie et de la matière. C'est-à-dire, tout ce que pensent les gens à propos de l'énergie et de la matière sont, à mon avis, impactés négativement par ces démons de Maxwell et autres. C'est comme pour. Juste, je t'interromps une seconde. C'est comme l'effet rebond. En fait, de dire, bah voilà, les ordinateurs sont de plus en plus puissants et on va avoir beaucoup moins besoin d'ordinateurs et les rechanger, par exemple. Oui, alors, oui, c'est intéressant. C'est pas tout à fait ça, mais on peut continuer là-dessus. Alors, je termine. J'ai plus que une minute. Alors, parce que c'est vrai que les lois actuelles de la physique et de la chimie n'expliquent pas complètement la vie. Bon, d'où cette critique possible de l'entropie. Mais, d'un point de vue scientifique, l'idée que la vie puisse violer une loi naturelle n'a pas de fondement scientifique.
C'est ça le problème. Néanmoins, si on y regarde en première analyse, la vie elle-même semble échapper, et je pense que Luc va nous le dire, la vie elle-même, à première vue, ça semble échapper à la dégradation anthropique. On va même peut-être nous dire que la vie, c'est de la dégantropie. La vie elle-même semble donc échapper en première analyse à la dégradation anthropique à laquelle est soumise la matière inerte, hein, puisqu'on a parlé d'oxyde de fer, hein, la vie, hein, ce n'est pas de la matière inerte. Ce qui semble, toujours en première analyse, donner du grain à moudre aux négantropistes. Mais, en réalité, et en deuxième analyse, tout organisme vivant, c'est vrai, s'efforce sans cesse de compenser sa propre dégradation anthropique continuelle en assimilant de la basse entropie. Ah, il va cueillir des baies, c'est de la basse entropie, négantropie. Et en rejetant de la haute entropie. Les défécations, là, c'est de la haute entropie. Mais ce phénomène n'est pas contraire à la loi d'entropie. Parce que n'oublions pas que la loi d'entropie stipule que c'est seulement l'entropie du système total qu'il faut considérer, c'est-à-dire l'organisme humain qui prend une baie et qui rejette des matières fécales, mais c'est tout son environnement. Et c'est toute l'entropie de l'environnement qui augmente. Et de ce fait, de ce point de vue-là, tout est en règle d'un point de vue thermodynamique aussi longtemps que l'entropie tout est en règle d'un point de vue thermodynamique aussi longtemps que l'entropie de l'environnement augmente plus vite que l'entropie compensée par l'organisme. Merci Christian. J'ai terminé. Bon, je crois que nous avons bien fait de découper cette émission en 3. Hein. Sinon, on ne serait pas arrivé. Est-ce que tu peux arrêter de présenter ton écran, Christian? Absolument. Comme ça, voilà, ça permet d'avoir que 4 visualisations. Qui veut réagir en premier? Berhard, peut-être? Non, pas spécialement. Je connaissais déjà ça. Hein. J'ai beau faire mon biologiste de base et mon paysan de base. Oui, c'est sur cette base-là, moi, que je fonctionne pour dire, les gars, si on continue à faire de l'industrialisation à outrance, on pourra toujours faire des grandes théories et finalement, en attendant, on perdra aussi bien non seulement la nature, mais aussi l'équilibre social, économique, politique, et on tombera dans une barbarie qui est une entropie maximale. Moi, je veux bien intervenir. Tu as fini, oui. Pour pas couper la parole des gens, quand même. Et Berhard, tu avais fini? Oui, bien sûr. Oui, c'est ce que j'avais compris. Écoutez, oui, juste la réflexion de Berhard à l'instant, c'est-à-dire que de dire oui, si on fait comme ci, comme ça, si on continue comme ça, on va sacrifier la nature et la société, etc. Mais d'une certaine façon, ce que vient de dire Christian, et j'adhère partiellement, par tronçon à beaucoup de choses qu'il a dites. C'est inéluctable. Et on parle quand même d'un phénomène irréversible, l'entropie. Mais moi, mon concept est plus orienté, enfin, ma compréhension et mon exposé que j'ai en tête, la conception que j'ai en tête est beaucoup plus orientée sur, à partir d'une conception universelle. Parce qu'on a beaucoup parlé des applications industrielles. À la fin, Christian quand même a évoqué la nature, les phénomènes naturels. Et en fait, cet exposé peut tout à fait, enfin, les parties techniques de l'exposé de Christian peuvent s'appliquer tout autant, et même, oui, tout autant, aux phénomènes naturels et même cosmiques. C'est un concept universel. Que cette affaire d'entropie. À déflorer ce que j'aurais à en dire, c'est, comment dire,
quand il a parlé de négantropie à la fin, moi je considère que l'entropie est effectivement irréversible et qu'en conséquence, la négantropie est à la limite tout ce qui peut freiner le désordre, tout au plus. Les freins au désordre sont effectivement, Christian en a parlé, le vivant. Il a assez bien tiré les conclusions qu'on peut y voir, mais aussi tout ce qui est donc la gravitation universelle, c'est un frein, le magnétisme et la matière sont des freins à l'entropie universelle, alors que la cinétique et la dispensation d'énergie sont les accélérateurs. C'est comme ça que je vois la chose d'un point de vue cosmologique. Et on en est donc à des forces anthropiques majoritaires qui s'opposent à quelques forces minoritaires dans leur efficacité et leur importance, à des forces négantropiques. Bon, je vais m'arrêter là parce que je vais rentrer dans l'exposé, donc j'arrête là. Juste une petite remarque. Bon, Christian a parlé de température. On doit parler en matière d'entropie, pas seulement de température, mais de travail, le travail de la matière, le déplacement de matière, par exemple, n'est pas forcément de la température, mais bon, son exposé tient malgré tout. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là sur ce que j'ai à en dire dans un premier temps. Merci Jean-Charles. Eh bien, je vais enchaîner. Moi qui suis un zélateur de la négantropie. Je commencerai par là parce que je crois en définitive qu'il y a un quiproquo. Je crois qu'il y a un quiproquo sur le terme négantropie. Bon, j'aurai également l'occasion d'y revenir lorsque je ferai l'exposé sur la négantropie. Ça ne conteste absolument pas ce que dit Christian en définitive. Hein. Il est bien, et c'est pour ça que je reprends à mon compte ce que vient de dire Jean-Charles sur le fait que c'est un frein en définitive à la dispensation de l'entropie. Hein. C'est plus ça. C'est-à-dire que ça ne nie absolument pas que pour créer un certain ordre localement et temporairement, cela va émettre dans le système, dans le système ouvert justement général, va générer plus d'entropie. Ça ne nie absolument pas. Je pense que là il y a une incompréhension de ce qu'est cette notion de négantropie. Et donc, ce qui est important, que je préciserai, que j'essaierai vraiment de détailler, de pousser assez loin dans le raisonnement pour montrer ce que c'est fondamentalement et cosmologiquement. Donc, c'est vraiment important. Et je crois que cette notion de négantropie, elle est importante aussi parce que Christian l'a relevé. Il a dit, même les gens qui l'ont conçu et qui ont travaillé dessus, qui ont élaboré ce concept d'entropie, n'arrivent pas à le comprendre totalement. Et je crois que c'est là l'intérêt justement aussi d'essayer de travailler préciser sur ceux qui ont posé aussi ce concept de négantropie, d'essayer d'avancer dans la compréhension de ce que cela signifie. Et donc c'est un pas dans cette direction. Je pense qu'il faut vraiment le prendre sous cet abord. Juste deux petites remarques, malgré tout, sur l'exposé de Christian. Par rapport à l'extension au domaine de l'information, tu n'as pas cité Léon Brioulin, qui a travaillé justement, et c'est lui l'inventeur du mot négantropie quand même, donc qui a travaillé sur la notion et Boltzmann aussi, hein, sur l'extension à la notion d'information de cette notion d'entropie et de négantropie. Et il a résolu, en donnant une quantité d'énergie nécessaire, en formulant la quantité d'énergie nécessaire pour le fameux démon de Maxwell. Hein. Démon de Maxwell qui est, ce qui est dit quand même par les fondateurs, c'est qu'il ne peut pas exister puisqu'il consommerait de l'énergie.
hein, c'est ça. Et donc Brioulin l'a formulé dans le domaine de combien ça consommerait d'énergie d'avoir un démon de Maxwell dans le domaine de la science de l'information. Donc ça, c'est une précision. Une dernière précision, c'est sur la formule que tu nous as présentée, Christian, où tu mets E égale F plus S fois T. Elle est restée longtemps affichée. Donc, où tu dis que l'énergie totale est égale à l'énergie libre plus l'entropie fois la température. Je crains que je voudrais que tu vérifies cette formule parce que l'énergie maximale totale, c'est forcément l'énergie libre qui rentre dans le système. Donc, c'est forcément l'énergie libre qui est égale à une énergie, je dirais, utile, moins, justement, l'entropie multipliée par la température. Je pense qu'il faudrait que tu vérifies cette formule parce que je crois j'ai l'impression qu'elle est erronée. Voilà, c'était juste une précision. Christian, est-ce que tu veux conclure? Oui. Ah non, j'avais encore un autre truc à dire. Très important en plus. Tu as parlé un moment, excuse-moi Christian de te recouper. Tu as parlé un moment et c'est très important. Par rapport justement, ça commence avec le néolithique et donc avec le développement d'un certain nombre de spiritualités, de religions, et que tu l'as affirmé, moi je suis d'accord avec toi, que ces religions, et c'est très matérialiste, hein, pour ce qui est cher à Eberhard, les spiritualités, les religions sont en adéquation avec leur époque historique et répondent aux conditions matérielles du moment. Ça, je pense que c'est vraiment très important de le comprendre et qu'elles sont forcément en adéquation avec et que leurs principes, leur polythéisme, leur monothéisme, etc., sont forcément alignés avec les principes qui permettent le développement matériel des sociétés. Et donc là, moi, je suis en plein accord avec ça. Et là, je suis aussi en accord avec Christian lorsqu'il dit que ce mythe de l'économie qui va croître éternellement est totalement illusoire pour ces raisons d'entropie notamment, enfin en particulier. Eh bien, la spiritualité qui accompagnera cette époque sera forcément très différente, fondamentalement différente, sur des principes justement, de ces spiritualités qui accompagnaient une période de croissance depuis les néolithiques et notamment exponentielle telle que nous la connaissons depuis cette époque. Donc voilà, ça c'était une précision importante quand même par rapport aux spiritualités et Eberhard, je pense, voit de quoi je veux dire, c'est-à-dire que ça signifie que des revitalisations de spiritualité préexistante, ça ne veut pas dire que ça partira de zéro, hein, ça ne veut pas dire que ça ne va pas s'inscrire dans le prolongement, mais je ne vois pas, dans cette nouvelle époque qui s'ouvre, la possibilité, pour être en adéquation avec cette nouvelle réalité matérielle, d'une spiritualité qui serait quasiment inchangée par rapport à celle de cette époque croissanciste. Donc c'était une précision, je pense, importante à ajouter. Voilà, je te redonne la parole, Christian, excuse-moi. Non, au contraire, parce que tu viens de dire des choses que je vais compléter. Alors, tout d'abord, le frein à l'entropie que vous avez repris tous les deux, Jean-Charles et... Alors, bon, il y a peut-être un malentendu sur négantropie, mais il y a un malentendu peut-être aussi sur cette histoire de frein à l'entropie. Il n'y a pas de frein à l'entropie. Alors, qu'est-ce qu'on pose comme objectif? Ralentir la dégradation anthropique. Bon. C'est pas forcément un objectif, c'est un constat. Le constat actuellement, c'est qu'elle s'accélère la dégradation anthropique. Hein. Alors, si moi, je n'utiliserai pas le terme de frein, je l'ai repris parce qu'il utilisait Christian, Jean-Charles. J'utiliserai plutôt le terme de contrainte. Frein à l'entropie, contrainte. Moi, j'utiliserai comme mot, voilà, plutôt que frein. Tu dirais quoi, pardon? Contrainte plutôt que frein. Contrainte? Oui, plutôt que frein, j'utiliserai plutôt contrainte. Contrainte d'entropie? Contrainte, qui s'exerce juste sur la dissipation de l'énergie. Mais bon, j'y reviendrai
plus en Alors oui, plus en parce que là, bon, non, moi, ce que j'ai compris, c'est je suis que intervenu et puis j'ai été déconnecté. Oui. J'étais en train de dire que c'était un constat, tout simplement, hein, pas un objectif. Les freins à l'entropie, c'est un constat. Voilà. Dans ma bouche. Voilà. Je reprenais. Excusez-moi, j'ai été déconnecté. Donc, voilà. Alors, bon, moi, j'ai pas compris cette histoire. Je vois pas où je vois pas de frein à l'entropie. C'est-à-dire que si on reprend le schéma de la machine input-output, hein, qui dissipe l'énergie et qui dissipe la matière, et qui donc crée de la haute, qui absorbe de la basse entropie, et qui, bon, et je vois pas comment on peut freiner ce processus. Alors, si on veut dire que les améliorations technologiques font que on récupère, on perd de moins en moins de matière et je veux dire, on dissipe de moins en moins de matière, exactement, et on dissipe de moins en moins d'énergie. Oui, ah, bon, ce sont les améliorations technologiques qui améliorent le rendement. Bon, il y aurait plus d'entropie si on était capable d'avoir un rendement de 100%. Bon. Or, ça, personne ne dit que c'est possible. Bon. Puisque lorsqu'on parle d'entropie, on dit qu'on va créer autre chose qui va compenser la perte. On ne dit pas qu'on va annuler la perte ou la dissipation. Donc, si, c'est une sorte de frein que je ne comprends pas. Si il s'agit de dire, bon, tout ce qu'on peut faire actuellement, c'est faire en sorte qu'on dissipe le moins possible. Oui. Alors, il y a une façon de dissiper le moins possible encore mieux, c'est de ne pas faire de processus industriel, d'en faire moins. Si on fait moins, il y a... Ah. Allô? Allô, oui, on a perdu Christian. On vient de perdre Allô, Eberhard. allô, il y a un problème? On a perdu Eberhard, on vient de perdre Christian, j'ai l'impression. Alors, ben, j'aimerais bien rebondir sur ce que disait Christian et j'espère qu'il va se reconnecter. Ouais, là on a perdu l'un après l'autre. Je pense que c'est peut-être un problème du serveur. Ici. Ouais, du serveur. Bon, Eberhard a peut-être quitté, hein, parce que c'est vrai que l'émission commence à être longue et lui, il a travaillé toute la matinée, il n'a pas mangé, ouais. Hein, parce que bon, il travaille dans les champs et c'est quand même, il travaille très manuellement pour justement minimiser son impact anthropique. Ouais. Il y a un problème dans la conception que Christian a dans son schéma énergétique. Il n'avait pas fini, Christian. Oui, oui. Voilà, oui. Bon. Allez, vas-y, continue, Christian. Reprends ton micro. Ok. Oui, je disais que si il s'agit d'améliorer le rendement pour limiter la dissipation, oui. Alors là, on est dans le schéma croissanciste total, c'est-à-dire que voilà, on va polluer le moins possible, on va perdre le moins possible, on va continuer à dégrader quand même. Bon. Alors il y a un autre frein qui est plus radical, c'est de diminuer la production. Si on diminue le nombre de machines ou si on diminue les inputs, hein, on va diminuer aussi. Donc cette histoire de frein à l'entropie, j'aimerais qu'on précise. Alors j'aimerais quand même. Attends, je dis rien. Non. Frein à l'entropie. Bon, voilà. S'il s'agit maintenant de créer quelque chose, alors bon, l'histoire de l'information, c'était ça, hein, de créer, parce que l'entropie, elle augmente, c'est l'ensemble du milieu ambiant. L'idée de créer quelque chose qui va faire diminuer l'entropie et qu'on va pouvoir continuer à fabriquer, faire marcher les industries, mais on va créer l'entropie négative pour que finalement on soit truc à zéro. Bon, là on est dans le domaine que je connais pas, dont on entend parler, truc de l'information, c'est ça. C'est un peu ce que dit Rifkin aussi, hein, voilà. Et bon, ça fait partie, à mon avis, des mythes. Voilà donc mes interrogations sur les freins à l'entropie, mais justement, vous allez. Alors, attends. Oui, d'accord, mais tu parles beaucoup. Mais c'est lui qui a présenté, c'est normal. Oui, mais bon.
Bon, ben, on peut s'arrêter sur le frein à l'entropie, d'accord. Alors, sur le frein à l'entropie, ta conception et ta présentation est focalisée uniquement sur l'énergie. Pourtant, tu as bien dit à la fin qu'il y avait un gros oubli, mais pour moi, il n'est pas oublié, même dès le début des lois sur la thermodynamique, c'est la matière. Voilà. Il n'y a pas que l'énergie dans le discours anthropique. Et l'entropie, c'est une mesure de l'ordre et du désordre, en particulier une mesure du désordre. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut parler de frein à l'entropie. D'ailleurs, je me souviens, dans un échange qu'on a eu dans une autre session, tu avais dit, mais tu m'avais répondu lorsque je disais que la négantropie pouvait être assimilée, enfin rapportée au vivant, et tu m'avais justement dit, mais oui, mais il y a les étoiles qui s'organisent, les constellations, etc. Il n'y a pas donc que l'énergie à considérer dans cette histoire d'entropie ou de négantropie, il y a la matière et l'ordonnancement de la matière, et c'est ça qui est important, et même il faudra parler aussi de physique quantique dans ma présentation et de matière noire. Donc c'est très important. Donc à l'intérieur du système universel, et même par déclinaison des systèmes solaires, des constellations, etc., il y a des réorganisations qui se font, et lorsque je parle justement de gravitation universelle ou de magnétisme, etc., ce sont des forces qui, d'une certaine façon, freine cette entropie, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un désordre absolu et on ne considère pas, on considère que l'énergie et pas la matière, eh bien à ce moment-là, on passe sur la gravitation universelle, on passe sur le magnétisme, on passe sur des tas de forces qui, encore une fois, sont des freins à l'entropie universelle, et c'est de là, et moi je sors de ton schéma machine, énergie, etc., je parle effectivement de l'organisation de la matière dans l'univers, autour de laquelle s'expriment effectivement des forces de frein et des forces, et je parlais de la cinétique, de la matière et de données. Il y a aussi une autre donnée dont on n'a pas parlé, c'est dans les équations thermodynamiques, il n'y a pas seulement la température et la matière, il y a aussi la pression, le volume, l'enthalpie, le volume aussi est important. PTV, ce sont toutes les variables, les grandeurs qui sont posées en cours de thermodynamique sur les systèmes stables. PTV, ce sont les trois grandeurs principales sur lesquelles on se base pour écrire au moins les équations en équilibre dans des systèmes fermés ou semi-ouverts. Enfin bon, je vais m'arrêter là, mais disons qu'il y a effectivement des freins, mais à ce moment-là, il faut abandonner cette vision et ce rapport que tu as l'air de ne faire de l'entropie que par rapport à l'énergie. Alors, parle uniquement de dissipation d'énergie, mais il faut aussi parler de la matière. Voilà, et même du temps, parce qu'il y a la flèche du temps dans tout ça. Enfin, bon, ça, c'est toute ma présentation qui viendra. Voilà. Je vais répondre, Luc, je vais répondre tout de suite là. L'entropie, c'est que l'énergie. Hein. Non. Alors, bon. Pas du tout. Pas du tout. Alors, je vais répondre. Alors, on n'est pas d'accord. Non, on n'est pas d'accord. Non. La loi de l'entropie ne considère que l'énergie. C'est comme ça. Non. Enfin, voilà. Non, c'est pas comme ça. Je suis désolé. L'entropie. Ou alors on parlerait d'énergie. On parlerait plus d'entropie. Et qu'est-ce qui est en désordre? L'énergie est en désordre? Bon, je ne t'ai pas interrompu, bien que j'en ai eu envie. Donc, voilà, laissez-moi dérouler. On peut dire que l'univers, effectivement, dans l'univers, il n'y a pas que la loi de l'entropie, il y a des tas de choses. Et là, on est tout à fait d'accord. Mais la loi de l'entropie, telle que l'a écrite Carnot, Clausius, ne considère que l'énergie. Bon, c'est Roentgen, par contre, lorsqu'il suggère de mettre une quatrième loi de la thermodynamique, c'est une suggestion qu'il a faite, qui n'a été reprise absolument par personne dans la communauté scientifique. Hein. Il dit il faut également étendre, alors il ne dit pas que l'entropie, il faut étendre la loi de l'entropie à une loi
de dissipation de la matière et faire une quatrième loi d'entropie. Mais ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Bon. Donc, après, les freins de l'univers, c'est tout à fait vrai ce que tu dis. Heureusement que la loi de l'entropie ne s'adapte pas à l'univers. Si la loi de l'entropie s'appliquait à l'univers, bon, mais c'est fini. L'univers, il disparaîtrait. Donc, il y a effectivement il y a des contre-entropies. Mais sur le plan, là, on ne parle que de l'énergie. Non. Avec l'entropie. Avec l'entropie, on ne parle que d'énergie. Personne. Bon, ça n'existe pas dans l'entropie de parler de la matière. Bon. Lorsque on parle du processus industriel, eh bien, le processus industriel, on constate qu'il y a de l'énergie et de la matière. Donc, il y a la loi de l'entropie qui intervient et on parle de dissipation de l'énergie. Et d'ailleurs, ça se retrouve dans le discours politique, écolo, on parle que de problèmes d'énergie, on va avoir des problèmes d'énergie, et que personne ne parle de problèmes. Ça n'inquiète personne, la fin des métaux, ça n'inquiète personne. Parce que, oui, dans le discours. Regarde, Aurore Stéphane fait dans ceux qui agitent des banderoles, la matière, ça ne leur fait pas peur. Le seul truc, c'est il n'y a plus de pétrole, qu'est-ce qu'on va avoir comme énergie? Donc, il y a une prédominance erronée, je suis d'accord, de l'énergie égale notre mode de vie, hein, et on oublie, bon, on est bien d'accord. Bon, là, on parle on n'est pas d'accord. Bon. Oui. Non, mais enfin, je réagis à tes rhétoriques. Non, je suis désolé, alors, je ne veux pas utiliser une rhétorique qui fait que... La loi de l'entropie étant une loi qui parle de l'énergie et de rien d'autre, il y a un frein dans l'univers, effectivement, mais de l'univers, pas dans notre petite bulle fermée, système fermé, hein, de la planète Terre, où on fabrique des trucs dans les usines, alors semi-fermé, on va simplifier, trucs fermés en tout cas vis-à-vis de la matière, parce que la Terre échange de l'énergie avec le cosmos via le Soleil, par contre elle n'échange pas de matière, donc au niveau de la matière, on a un système fermé. Bien. Eh bien, de ce point de vue-là, la loi de l'entropie s'applique pour nous dire, attention, on dégrade l'énergie, il n'y aura plus d'énergie. Puis Röntgen dit, écoutez, bon, il n'y aura plus de matière non plus. Donc, personne ne l'a écouté. Bon, voilà. Je pense qu'en fait, on est d'accord, hein. Voilà. Sauf que tu fais une erreur en disant que, d'un point de vue de la dénomination de nomenclature scientifique, la loi d'entropie, ça part de la matière. Non, la loi d'entropie, tu peux voir n'importe quel thermodynamicien, physicien te dira la loi d'entropie, on ne parle pas de la matière dedans. Mais tu as parlé toi-même de Boltzmann. Boltzmann a effectivement introduit à partir de son nombre de Boltzmann justement les môles de la matière à l'intérieur par exemple, pour le gaz parfait, c'est P égale nRT. Ça n'a rien à voir avec l'entropie. Mais oui, mais justement, il y a de la matière dedans. Est-ce que je peux intervenir, messieurs? Luc. Est-ce que je peux intervenir? Oui. Alors, ne confondons pas quand même toute la thermodynamique et cette partie qui concerne l'entropie. Je pense qu'il faut quand même bien distinguer les deux. L'entropie, effectivement, comme le dit Christian, est essentiellement les règles qui régissent l'énergie. Attends, j'ai pas fini. Pourtant, ce que oublie Christian, c'est que ça parle évidemment de la matière, puisque ne serait-ce que le troisième principe, il parle d'un corps pur, à 0 degré Kelvin, qui a une entropie 0. C'est d'ailleurs le seul cas où on peut donner une valeur précise à l'entropie. Sinon, on ne sait que faire que des variations d'entropie. Donc, on parle de la matière, puisqu'on parle d'un corps pur, un corps de matière. Ça, c'est une première chose. Et puis, il y a une autre chose également dans les principes entropiques, que tu n'as peut-être pas suffisamment souligné, Christian, c'est le caractère irréversible des événements. L'irréversibilité des événements veut dire que nous inscrivons dans le temps. Donc, une des dimensions de notre univers.
Et donc ça, je pense que c'est très important. Puis quand on parle de système, qu'il soit ouvert ou fermé, c'est un système qui est constitué de matière. Alors évidemment, ces choses-là ne sont pas premières dans la formulation des principes de la thermodynamique de l'entropie. Évidemment, c'est pas premier si, l'irréversibilité des événements, c'est tout à fait premier. Mais c'est vrai que ça n'apparaît pas comme ça dans les équations, c'est du texte qui est autour de l'équation, hein, ça, je suis d'accord. Et cette notion, alors par contre, là où je te rejoins complètement Christian, c'est cette notion de consommation de matière, là elle est complètement absente. Et là, pour le coup, il manque sans aucun doute quelque chose dans les trois principes initiaux de la thermodynamique. Voilà. Je ne sais pas si ça vous a mis d'accord, mais on a déjà mis plus d'1 heure d'émission. Je vous propose qu'on en reste là, surtout qu'on va avoir 2 autres émissions derrière. Juste une dernière précision par rapport aux freins dont parle Jean-Charles. Je parle de contraintes, je préfère utiliser le mot de contrainte qui s'applique à l'énergie libre, justement. Par exemple, la planète Terre qui est là, qui est une contrainte par rapport à l'énergie libre provenant du Soleil, et qui va contraindre cette énergie libre, et on va voir, dans ma présentation, je parlerai de ces choses-là. C'est pour ça que je préfère parler de contraintes. Il a une très bonne intuition, enfin peut-être pas c'est une intuition, je ne sais pas d'où il sort ça, Jean-Charles, mais effectivement, les lois, forces fondamentales de la matière, de l'univers, sont tout à fait pertinentes dans ce cas. Et je reviendrai dans ça dans ma présentation. Merci messieurs, très bientôt pour la suite de ce débat fort intéressant dont on voit bien les implications, bon, peut-être en pointillé pour l'instant, mais les implications tant dans le domaine politique, donc constitutionnel, et spirituel. Merci.